Bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains. Cet épisode est un extrait de la conférence prononcée par M. Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, FRS. La conférence s'intitule « La paix par la dissuasion ». N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne podcast ou YouTube pour être informé de toutes nos publications. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Pour ceux et celles d'entre vous qui m'auraient peut-être déjà lu ou entendu, que j'ai l'impression maintenant de traiter depuis longtemps. Et deuxièmement, c'est ton rappel, Louis, qui m'y fait penser, d'essayer d'être modestement fidèle à l'esprit de Pierre Hassner. C'est Pierre Hassner qui m'a appris la stratégie. Il y a une chose que je ne partageais pas avec lui, c'était son pessimisme. Il y a une chose que j'ai beaucoup appris de lui, c'est ce qu'il appelle la dialectique de la passion et de la modération, qui est un très bon guide, je pense, quand on traite d'affaires internationales et d'affaires politiques en général. Je vais commencer par citer quelqu'un que Pierre a connu. Il y a exactement 50 ans, presque jour pour jour, un article qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque par un monsieur Fred Hickley, qui était un des grands stratèges américains de la guerre froide, qui présentait cet avantage d'avoir su allier carrière dans le gouvernement américain et carrière intellectuelle, avait fait donc un article célèbre qui s'intitulait « Will nuclear deterrence last out the century ?» La dissuasion nucléaire va-t-elle survivre au XXe siècle? Pierre aimait bien cet article. C'est un article pessimiste, car Hickley était un pessimiste. Fred Hickley peut reposer en paix, mais la question qu'il a posée à l'époque reste pertinente pour le XXIe. Et donc, bien sûr, de manière assez évidente, mon propos sera d'abord de tenter de répondre à la question: peut-on dire que la dissuasion a apporté la paix, a été un facteur de paix? Et si oui, dans un deuxième temps, bien sûr, si oui, continuera-t-elle à jouer ce rôle dans les décennies qui viennent? Donc, je vais commencer par une petite rétrospective. La dissuasion a-t-elle apporté la paix? Et je crois que c'est un sujet sur lequel trop souvent les assertions de part et d'autre, de la part de ceux qui sont convaincus de l'intérêt de la dissuasion et de la part de ceux qui sont des opposants résolus de cette dissuasion, ces assertions sont souvent un peu trop fermes, un peu trop vives, et j'essaierai donc de les modérer des deux côtés. D'abord, de quoi parlons-nous? Bien sûr, quelle dissuasion et quelle paix? Quelle dissuasion? Alors, je vais paraphraser beaucoup de gens ce soir pour essayer de rendre mon propos un petit peu vivant sur un sujet dans lequel l'abstraction est souvent trop facile. Le nucléaire n'a pas le monopole de la dissuasion. La dissuasion classique, ça existe. La dissuasion, c'est un raisonnement extrêmement simple, qui est presque fondamental dans les relations humaines. Je vais commencer aussi par citer tout de suite, en hommage à Pierre, la guerre du Péloponnèse. Il faut toujours relire la guerre du Péloponnèse dans le métro en venant faire une conférence à la Sorbonne. Et donc, Hermocrate de Syracuse, vous connaissez Hermocrate de Syracuse, posait les bases déjà de la destruction mutuelle assurée lorsqu'il disait aux Siciliens réunis à Gela que quand deux parties se redoutent également, ils mettent plus de précautions à s'attaquer. Toutefois, on s'accorde généralement pour dire que la dissuasion n'était pas, à l'ère pré-nucléaire, une véritable stratégie. Ce pouvait être un constat, mais pas une véritable stratégie. Et en tout cas, qu'elle n'a guère conforté l'idée, qu'elle n'a guère contribué à prévenir l'affrontement armé à grande échelle. Donc mon sujet sera la dissuasion nucléaire par menace de rétorsion, la forme la plus classique de dissuasion nucléaire. Notre ami Jean-Marie Guéhenno, que je ne vais pas paraphraser mais citer, avance que, je le cite, « On peut douter qu'il y ait un seul responsable prêt à déclencher le feu nucléaire pour sauver d'une défaite un pays balte qui aurait été attaqué par la Russie. » Bien sûr, il écrivait ceci il y a un petit peu moins d'un an. Même si cette affirmation était vraie, ce dont je ne suis d'ailleurs pas totalement convaincu, je dirais qu'elle a la guerre de pertinence. Ce que nous pensons, Louis Gauthier, Bruno Tertrais ou Jean-Marie Guéhenno, sur cette question précise, n'a aucune importance. En matière de dissuasion, seule compte la perception adverse, et j'y reviendrai. Et surtout, la dissuasion, si elle ne se décrète pas, elle ne se démontre pas non plus. Et donc, ma deuxième question, c'est quelle paix? Il faut se méfier, je crois, d'un récit simplificateur qui accourt notamment en France, mais pas seulement, ce qu'on résume par l'arme nucléaire empêche la guerre. C'est un raccourci simplificateur, non que je crois même que François Mitterrand, sous le contrôle de Louis,
aimait bien ce type de raccourci, évidemment à vocation politique. Mais c'est un raccourci simplificateur, non que la France se fasse plus d'illusions que d'autres sur les vertus de l'arme nucléaire, mais à mon sens, un raccourci qui rend mal compte des limites de cette dissuasion nucléaire. La paix par la dissuasion se limite à l'absence de certains conflits ou d'agressions. Personne n'a jamais attendu de la dissuasion qu'elle prévienne un 11 septembre et même un 24 février. Elle n'a jamais évité l'échec d'interventions extérieures au Vietnam, en Irak, en Afghanistan ou ailleurs. Pour paraphraser Nicolas Chamfort, la plus belle des forces nucléaires ne peut donner que ce qu'elle a. Si on cherche donc à valider l'hypothèse selon laquelle la dissuasion nucléaire a contribué à la paix, on se heurte à deux difficultés épistémologiques majeures. D'une part, la dissuasion ne se décrète pas, là je paraphrase Michel Crozier, et d'autre part, la dissuasion ne se démontre pas. On ne dissuade pas par décret. On décide de dissuader, mais c'est le dissuadé qui décide s'il est dissuadé. On peut aussi penser à Oscar Wilde. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Eh bien pour la dissuasion est dans le regard de celui qu'on cherche à dissuader. En définitive, seul le destinataire des menaces dissuasives peut décider si elles sont efficaces. Mais surtout, la dissuasion ne se démontre pas, car il est quasiment impossible d'attribuer avec certitude la causalité de l'absence d'un fait. On peut toutefois, et je vais m'y employer, trouver ce que j'appelle des indices de validité de la dissuasion nucléaire ou du raisonnement dissuasif, et j'en évoquerai trois. Premier indice, il est classique, ce que l'on appelle traditionnellement l'absence de guerre entre grandes puissances depuis 1945. John Lewis Gaddis, un historien américain, a forgé l'expression « long peace », la longue paix, 40 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Or, la durée de cette longue paix, selon Gaddis, a doublé depuis. Aucune période comparable de paix entre grandes puissances, ou plutôt d'absence de guerre entre grandes puissances, n'a jamais existé dans l'histoire des États modernes. Toutefois, cette idée, ce concept de la longue paix, a été contesté par deux arguments. Premièrement, la durée de cette période ne serait pas si exceptionnelle que ça. Et là, on entre dans un problème de ce que les politistes appellent le codage. S'il y a des politistes parmi vous, vous savez très bien ce dont il s'agit. En gros, qu'est-ce qu'une guerre? Qu'est-ce qu'une grande guerre? Et là, évidemment, il y a plusieurs manières de définir ce qu'est une guerre entre grandes puissances. Ce qui est certain, c'est que nous n'avons pas eu de grand conflit mondial depuis 1945. Est-ce que nous avons une grande guerre ou pas? Là, c'est le fameux problème du codage. Deuxième argument possible, elle ne serait pas statistiquement pertinente. Selon Nassim Taleb, l'homme connu notamment pour sa théorie du signe noir, mais qui a écrit beaucoup plus que cela, la distribution des guerres au cours des 500 dernières années serait purement aléatoire. Dès lors, s'il a raison, en statistique, 7 ou 8 décennies sans événements destructifs majeurs ne signifieraient rien d'un simple point de vue statistique. Je m'empresse de dire que l'analyse de Taleb, évidemment, sur laquelle je n'ai rien à dire du point de vue statistique, je ne suis pas statisticien, mais je note que Taleb n'aborde pas la question de savoir si la question de l'absence de toute guerre entre grandes puissances depuis 1945 est exceptionnelle. Deuxième indice, l'absence de conflits majeurs entre pays dotés de l'arme nucléaire. Pays dotés au sens le plus large du terme et pas simplement au sens juridique. Alors là, on rencontre encore le problème du codage, puisqu'il faut bien sûr, préalablement à toute démonstration, définir ce qu'est un conflit majeur et ce qui signifie doté de l'arme nucléaire. Dans l'ensemble, toutefois, je crois que l'on peut dire que les États nucléaires ne se font pas directement la guerre. Le seul cas où les forces américaines et soviétiques se soient affrontées directement, c'est la guerre de Corée entre 1950 et 1953, mais les pilotes soviétiques volaient sous les couleurs de la Corée du Nord ou de la Chine, et l'Amérique, pour sa part, agissait sous le drapeau de l'ONU. On peut penser à la crise de l'Ussuri, 1969, Chine, Union soviétique, mais ce n'était quand même pas vraiment un conflit majeur, quel que soit le codage qu'on adopte. On peut également montrer qu'entre deux adversaires qui se dotent de l'arme nucléaire, le risque de conflit majeur va diminuer. L'Inde et le Pakistan se sont battus en 1948, en 1965, en 1971, mais aucune guerre à grande échelle n'a plus eu lieu entre eux depuis 1999. La Chine et l'Inde ont connu un conflit majeur en 1962, mais se sont limités à des escarmouches
depuis 60 ans. Troisième indice, ce que j'appellerais la retenue adoptée par les États non nucléaires à l'égard des États nucléaires ou qui sont protégés par l'arme nucléaire. La guerre du Kippour est de 73 et la guerre des Malouines de 82 sont immédiatement, quand on donne cet argument, donnés comme contre-exemple. Je crois qu'ils ne sont pas convaincants. Israël est déjà nucléaire en 73, mais justement, l'Égypte, et on le sait maintenant à travers les témoignages et les archives de l'époque, l'Égypte et la Syrie ont délibérément limité leurs opérations aux territoires contestés, c'est-à-dire le Sinaï et le Golan. Quant aux Malouines, en 82, je ne crois pas du tout qu'on puisse dire que ce soit un échec de la dissuasion nucléaire britannique, dans la mesure où il ne s'agissait que d'un territoire autonome, dépendance de la couronne, dont absolument rien n'indiquait qu'elle était couverte par la dissuasion nucléaire, contrairement d'ailleurs aux outre-mer français, mais c'est un autre sujet. De même, l'Inde s'abstient de pénétrer en territoire pakistanais depuis 1990, alors qu'elle l'avait fait entre 65 et 71. Une exception peut-être, la campagne irakienne des Scud contre Israël en 1991, mais là on peut émettre l'hypothèse que cette campagne fut délibérément limitée par l'absence de munitions chimiques et biologiques dont on sait que l'Irak disposait bel et bien à l'époque. De plus, aucun pays couvert par une garantie nucléaire, non nucléaire mais couvert par une garantie, n'a jamais été la cible d'une attaque militaire majeure. Là encore, on peut trouver les preuves a contrario. Les États-Unis s'abstiennent d'envahir Cuba en 1962, mais n'hésitent pas à envahir la Grenade en 1983, le Panama, l'Irak et d'autres. L'Union soviétique envahit la Hongrie en 1956, la Tchécoslovaquie en 1968, l'Afghanistan en 1979, mais pas un seul allié des États-Unis. La Corée du Nord envahit son voisin du Sud en 1950, après d'ailleurs, juste après que Washington ait commis l'erreur terrible de dire que la Corée du Sud ne faisait pas partie du périmètre défensif de l'Amérique. À bon entendeur, salut, on a vu le résultat, mais elle s'est abstenue de le faire depuis que Séoul est couverte par une garantie nucléaire très claire de la part des États-Unis. Ni le Cambodge en 1978, ni le Vietnam en 1979, ni le Koweït en 1991 ne sont couverts par une protection nucléaire. La Russie peut se permettre, entre guillemets, d'envahir la Géorgie ou l'Ukraine parce qu'elles ne sont pas couvertes par une garantie nucléaire. Et d'une certaine manière, ces indices deviennent de plus en plus convaincants avec chaque année qui passe. Chaque année qui passe sans grande guerre entre grandes puissances, sans conflit militaire majeur entre États nucléaires, sans agression militaire majeure contre un pays protégé par la dissuasion nucléaire, tend à accréditer cette idée d'un phénomène exceptionnel. Donc, hypothèse plutôt convaincante. Toutefois, bien sûr, pour que la démonstration, si tant est qu'elle puisse être faite, ait un minimum de solidité, il ne faut pas confondre, c'est le piège classique bien sûr de l'analyse, corrélation et causalité. Et donc, il faut éliminer les explications alternatives. Peut-être que c'est la dissuasion nucléaire, peut-être que c'est autre chose. Et il y a trois grandes explications alternatives qui sont, en gros, pour schématiser, et je demande pardon aux politistes qui sont les théoriciens, ce que je ne suis pas, c'est aussi de la faute de Pierre Asner qui n'en était pas un. Il y a trois types de théories alternatives, on va dire la libérale, la réaliste et la constructiviste. L'explication libérale de cette paix, qui met en exergue les institutions, l'interdépendance, la démocratie, ne sont à mon sens guère pertinentes, car l'ordre de la Société des Nations n'avait pas pu empêcher la Seconde Guerre mondiale. Entre l'Union soviétique et les États-Unis, il n'y avait aucune interdépendance économique, très peu d'interdépendance économique entre le bloc occidental et le bloc communiste. Les progrès de la démocratisation dans le monde ne sont pas non plus. Le risque de guerre entre grandes puissances était et reste essentiellement entre démocratie et régimes autoritaires. Deuxième théorie alternative, explication alternative, l'explication réaliste, ou plutôt une certaine explication réaliste de l'ordre international qui suggère, elle, que la stabilité de l'ordre bipolaire mondial, avec beaucoup de guillemets, c'était finalement la clé de l'absence de conflit. Mais il pourrait justement s'agir, à mon sens, d'une inversion des causes et des effets, car les armes nucléaires étaient un élément central de la consolidation et de la pérennité
de ces blocs. Elles étaient un élément central de l'engagement des États-Unis en faveur de la sécurité européenne. Et à mon sens, elles ont tout autant contribué à consolider les alliances qu'à les affaiblir, comme on le craignait au début des années 1960. La garantie nucléaire américaine était une dimension non négligeable de l'attrait de l'appartenance à l'OTAN. Et la France, je le rappelle au risque de l'évidence, elle est restée dans l'Alliance Atlantique et dans l'OTAN après avoir développé sa propre force nucléaire. En ce qui concerne enfin la période de l'après-guerre froide, l'hégémonie américaine, certes temporaire, mais a très bien pu être une cause essentielle de l'absence de guerre majeure. Mais cette hégémonie, si c'est une hégémonie au sens des relations internationales en tout cas, était évidemment, bien sûr, garantie par la primauté nucléaire des États-Unis. Enfin, troisième explication alternative possible, une explication qu'on va appeler culturaliste ou constructiviste, qui repose sur l'évolution des normes et des constructions sociales. L'historien John Mueller a fait valoir que, dans un livre célèbre, l'obsolescence de la guerre majeure, ce qu'il appelle « The Obsolescence of Major War », le titre de son livre, est due essentiellement à l'impact sur la culture mondiale du double choc, et notamment européenne, du double choc des deux conflits majeurs de 1914-18 et 1939-45. Alors, pour aller dans le sens de cette explication, on constate que la conquête territoriale est devenue, depuis 1945, très progressivement, de moins en moins employée comme instrument normal de politique extérieure. Il est vrai que ça peut sonner curieux à l'heure de la guerre en Ukraine. Le fait est pourtant que depuis le milieu des années 1970, cette norme s'est consolidée et on n'a plus vu un pays se saisir d'un territoire important par la force et le conserver pendant une durée importante. Il y a une norme émergente contre la conquête territoriale qui, en parallèle, s'est doublée d'une norme juridique, type Occidentis Juris, consacrée par la Cour internationale de justice. Et l'on constate que certaines des tentatives les plus importantes de conquête par la force depuis le milieu des années 70, la guerre Iran-Irak, la guerre des Malouines, la guerre du Koweït, se sont soldées par des échecs. Alors, peut-être que le comportement de la Russie en Ukraine, peut-être que le comportement de la Chine dans son environnement maritime va mettre un terme à cette ère. Pour l'instant, cette ère, à mon sens, dure encore. Les guerres de conquête territoriale, en dépit de l'Ukraine, ne sont plus considérées comme un instrument normal de politique extérieure. Toutefois, et c'est la limite de cette explication constructiviste ou culturaliste, à mon avis, il y a des limites dans cette argumentation, car si la lassitude de la guerre existait, il faudrait alors soutenir qu'elle n'existait pas en Europe après 1870, or elle était là, qu'elle n'existait pas après 1918, or elle était là, et que donc il y aurait une transformation absolument phénoménale de nos cultures sociétales pour expliquer une force nouvelle de cet argument. Il faudrait en quelque sorte postuler une sorte d'effet de seuil, d'effet culturel de seuil après 1945. Il faudrait supposer aussi que la lassitude de la guerre se transmet d'une génération à l'autre. Enfin, il faudrait écarter les nombreuses guerres et interventions militaires mineures, et parfois pas si mineures que ça, de l'ère post-1945, délibérément initiées par des partis au conflit, à la guerre mondiale de 1939-1945. Nous sommes donc contraints d'avoir recours peut-être à d'autres indices. En tout cas, les indices que j'ai mentionnés ne suffisent peut-être pas. Et l'arbitrage, à mon sens, le plus convaincant, c'est tout simplement celui des historiens. C'est ce que j'appelle les indices, ou les preuves, je préfère parler d'indices. Les preuves qualitatives sont intéressantes. Les preuves qualitatives, ce sont les archives, les témoignages qui nous montrent que, pour faire simple, les armes nucléaires ont induit un sentiment de prudence dans l'esprit des dirigeants et ont affecté leurs calculs quant à l'entrée éventuelle en guerre de leur pays contre une nation dotée de l'arme nucléaire ou protégée par l'arme nucléaire. Alors cela va des mémoires de Nikita Khrouchtchev aux témoignages de responsables militaires égyptiens ou irakiens quant à leur comportement vis-à-vis d'un État nucléaire. Certains vont jusqu'à soutenir que
la gestion particulièrement brutale par Ronald Reagan de la grève des contrôleurs aériens américains lui valut à Moscou, la réputation d'un dirigeant qui n'hésiterait pas à utiliser des armes nucléaires. Je ne vais pas rentrer maintenant dans le débat sur ce que les politistes appellent la réputation, mais c'est un débat important. Or, l'opinion dominante parmi les historiens de la guerre froide est bien que la dissuasion nucléaire a été une clé, sinon la clé, de la paix relative, en tout cas de l'absence de conflit entre grandes puissances depuis 1945, et qu'elle semble également expliquer l'absence d'attaques militaires majeures contre les pays protégés. Tous les historiens de la guerre froide soulignent le pouvoir de restriction de la bombe dans les calculs stratégiques des États qui en sont dotés. John Lewis Gaddis, que j'ai déjà cité, se dit absolument convaincu au terme de ses travaux sur l'histoire de la guerre froide que les grandes puissances prennent des précautions délibérées pour réduire les risques de conflits directs. Les armes nucléaires seraient donc, selon lui, je le cite, suprêmement pertinentes, je ferme la citation, pour expliquer ce qu'il appelle la longue paix. Un ancien fonctionnaire soviétique, dont j'ai oublié le nom malheureusement, écrit ceci: les armes nucléaires ont été le plus grand outil de civilisation pour ces élites. Elles ont nettoyé leurs rangs de tous les radicaux et idéologues, et elles ont renforcé les pragmatiques qui voyaient leur principal objectif dans la prévention d'une guerre nucléaire ou d'affrontements susceptibles de dégénérer en conflit nucléaire. Sans armes nucléaires, Washington aurait peut-être, je ferme la citation, sans armes nucléaires, Washington aurait peut-être, il est vrai, hésité à garantir la sécurité en Europe, serait peut-être revenu à l'isolationnisme. Sans la protection des États-Unis, la tentation pour Moscou de s'emparer de territoires en Europe occidentale aurait été plus forte. Alors, je vois bien l'argument contraire. Il est incarné par cette phrase de l'ancien ministre australien Gareth Evans, opposant déclaré à la dissuasion nucléaire, qui dit « Il n'y a aucune preuve qu'à aucun moment de la guerre froide, l'Union soviétique ou les États-Unis aient voulu déclencher une guerre de sang-froid. » C'est vrai, il a raison. Mais je pense que pour affirmer que la dissuasion a joué un rôle clé dans la préservation de la paix, il n'est pas nécessaire de postuler un désir de guerre de la part des soviétiques. Le grand stratège britannique Michael Quinlan écrit une phrase que j'ai mal traduite en français, en anglais c'est beaucoup plus élégant. Si le conflit armé n'avait pas été si manifestement intolérable, le flux et le reflux des frictions auraient pu être gérés avec moins de prudence et un glissement tôt ou tard vers une guerre majeure, sur le modèle de 1914 ou de 1939, aurait pu être moins improbable. En conclusion, sur ce point, on peut dire, à mon sens, avec Lawrence Friedman, autre grand stratège britannique, car la dissuasion, ce sont souvent les Anglais qui en parlent le mieux, qu'étant donné l'existence indubitable d'un antagonisme profond entre l'Est et l'Ouest, ce serait faire preuve d'un excès de fermeture intellectuelle que de ne pas attribuer au moins une partie du mérite d'avoir évité une autre guerre totale à la crainte d'une confrontation mondiale impliquant des échanges nucléaires et aux politiques adoptées, parfois par les deux parties, pour renforcer cette crainte. Donc je n'irai pas jusqu'à dire, comme le proposait l'hebdomadaire Newsweek en 2009, qui avait fait sa couverture en disant « Donnez le prix Nobel de la paix à la bombe ». Je n'irai pas jusque-là, mais expliquer la longue paix principalement par la dissuasion nucléaire pourrait finalement être une simple application du rasoir d'Occam, à savoir la réponse la plus évidente, la réponse la plus simple et peut-être la meilleure. Oui, s'il y a des philosophes parmi vous, je sais que le rasoir d'Occam, c'est pas aussi... je ne l'ai pas exprimé de la bonne manière, mais en gros, c'est ça. L'explication la plus simple, c'est peut-être finalement la meilleure. On peut donc émettre l'hypothèse selon laquelle la dissuasion nucléaire a contribué dans une large mesure à une certaine paix, je dis bien une certaine paix, qu'elle a permis de contenir le risque de violence collective à grande échelle entre certains, je dis bien certains types d'États. Vous voyez, ma conclusion est plus modérée que ce à quoi on peut s'attendre de quelqu'un qui a passé pas mal d'années à défendre effectivement les vertus de la dissuasion nucléaire. Je ne sais pas s'il y a des gens du commissariat à l'énergie atomique dans la salle, il y a peut-être des spécialistes des réacteurs nucléaires, mais je vais oser une comparaison avec les réacteurs nucléaires. Je pense que la dissuasion, c'est à la fois le fluide modérateur en temps normal et la cuve qui retient le corium en temps de crise. Le corium, c'est le résidu qui résulte d'un accident
nucléaire majeur, vous avez le cœur qui fond, en gros ça donne le corium. Il vaut mieux qu'il y ait une cuve résistante pour le retenir. C'est la corde de rappel centrale, c'est le filet de sécurité ultime. Alors bien sûr, si ce que je viens de dire vous a convaincu, il me faut encore vous convaincre sur l'avenir. Autrement dit, si la dissuasion a contribué à préserver la paix, va-t-elle continuer à le faire? Et je crois qu'après maintenant 8 décennies de recul, près de 8 décennies de recul, on peut dire que la dissuasion nucléaire est un concept robuste. Elle s'est universalisée, elle a montré sa capacité d'adaptation, elle est plus solide que ses opposants ne le pensent, et enfin, à mon sens, elle ne souffrira sans doute pas de concurrence avant longtemps. D'abord, elle est robuste. En 2005, quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était un type absolument délicieux, qui a réussi à être connu par ses travaux sur la dissuasion nucléaire, mais qui a eu un prix Nobel d'économie, franchement, il fallait le faire, c'est Tom Schelling. Il avait consacré l'ensemble de son discours de récipiendaire du prix Nobel d'économie au fait que, à un étonnement, et son étonnement, c'était la guerre nucléaire n'a pas eu lieu, les armes nucléaires n'ont pas été utilisées depuis 1945. Il disait cela en 2005. Bien sûr, 20 ans plus tard, c'est encore plus frappant. Et donc, je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en tout cas, la tradition de ce qu'on appelle la non-utilisation de l'arme nucléaire est assez solide. Deuxième point, la dissuasion s'est universalisée. Aujourd'hui, la dissuasion, c'est la fonction stratégique unique des armes nucléaires, et ce qu'on appelait dans les années 1950 ou 1960 les doctrines d'emploi, les doctrines de combat nucléaire ont été largement délégitimées. Je soutiens qu'aucun État ne considère ces armes comme des moyens militaires anodins et qu'en dépit de leur rodomontade, ni Vladimir Poutine, ni Kim Jong-un, ni Donald Trump n'ont jamais donné aucune indication d'être sur le point d'appuyer sur le bouton. Qu'ils aient voulu faire croire qu'ils pouvaient le faire est un autre sujet. Troisièmement, elle a montré sa capacité d'adaptation. Rappelons un fait historique simple. L'arme nucléaire est inventée pour faire face au nazisme. Elle est utilisée contre le Japon et elle prend toute sa valeur contre l'Union soviétique. Elle s'est adaptée aux évolutions du contexte stratégique. On avait un seul État nucléaire en 1945. On en a 9 aujourd'hui. Elle a vocation à répondre à des menaces diverses, tout type de menaces stratégiques graves, en tout cas les plus graves, y compris cybernétiques d'ailleurs, dès lors que l'attaque serait d'un certain niveau, franchirait un certain seuil. Quatrième point, elle est, à mon sens, plus solide que ses opposants ne le pensent. Il y a, je crois, guère de preuves, même si je sais que c'est discuté, mais j'ai personnellement beaucoup travaillé sur ce sujet et j'ai un peu écrit pour ceux que cela intéresserait. Il y a guère de preuves que le monde ait souvent frôlé la guerre nucléaire depuis 1945, contrairement à un récit très courant. De même pour les incidents techniques, nombreux, mais pour lesquels, à mon sens, la chance n'est pas une explication nécessaire, sauf peut-être pour 1 ou 2 épisodes. Il est vrai qu'à une époque, jusque dans les années 90, où les dispositifs de sécurité des armes et des systèmes, de manière générale, les systèmes nucléaires étaient relativement rudimentaires, il y aurait pu y avoir peut-être plus facilement un incident radiologique majeur, si ce n'est un incident nucléaire majeur. Certains affirment, et c'est un argument important, que l'avantage à court terme de la dissuasion nucléaire ne suffit pas à justifier le risque à long terme. Autrement dit, si le risque est minime aujourd'hui, le simple fait qu'il y aurait un risque sur le temps long suffirait à délégitimer la dissuasion nucléaire, puisque le coût de cette éventuelle guerre nucléaire future serait supérieur aux bénéfices que nous aurions tirés pendant plusieurs décennies. Encore une fois, je pense que c'est un argument pertinent. Mais on peut rétorquer que si les avantages de la dissuasion sont significatifs, alors peut-être qu'un risque majeur, mais faible, vaut la peine d'être couru. La métaphore vaut ce qu'elle vaut et elle mérite discussion, mais je pense que conduire une voiture est l'une des choses les plus dangereuses que nous puissions faire au quotidien. On peut en mourir. Et pourtant, certains d'entre nous le font tous les jours. De nombreux parents emmènent leurs enfants faire de longs voyages en voiture, alors que le risque majeur de
faire des longs trajets en voiture, c'est un accident mortel. Donc évidemment, tout ceci est une affaire d'évaluation des probabilités, et cette évaluation, elle ne peut jamais être scientifique, c'est une activité humaine, et donc le débat sur le point que je viens de mentionner ne peut pas être tranché définitivement dans un sens ou dans un autre. Cinquième point, je note que la dissuasion a survécu à 8 décennies de contestation parfois massive, notamment dans les années 1950 ou dans les années 1980. Et aujourd'hui, je ne vois guère de raison de penser que le traité d'interdiction des armes nucléaires, qui n'a été signé et ne sera signé par aucun État nucléaire, puisse acquérir une puissance normative telle qu'il s'imposerait aux premiers concernés. Enfin, rien ne prouve qu'un autre instrument militaire puisse se substituer totalement à la dissuasion nucléaire, qui reste singulière non seulement de par ses effets directs, mais aussi par l'aura de terreur qu'elle entoure. Elle met en jeu, vous le savez, les composants les plus élémentaires de la matière, et je crois qu'aucune autre technologie à l'horizon ne peut offrir, en tout cas aujourd'hui, ne peut offrir la même combinaison de destruction instantanée, prévisible, à très grande échelle. L'arme informatique, par exemple, ne présente absolument pas les mêmes garanties en termes de probabilité d'effets prévisibles, massifs et quasi immédiats sur les populations. Donc je crois qu'au fond, la dissuasion reste un pari raisonnable, à condition toutefois d'en connaître les limites, les effets pervers et les risques d'échec. Commençons par les limites. Je l'ai dit, la dissuasion nucléaire ne contribue qu'à prévenir que certains types de violences collectives entre États, dans certaines conditions. Elle suppose d'abord, comme le dit une nouvelle fois Lawrence Friedman, un cadre normatif suffisamment partagé. Winston Churchill, vous voyez, je cite beaucoup d'anglais, avait dès 1952 une phrase assez brutale à la Churchill, mais qui reste tout à fait pertinente. Dans son dernier discours à la Chambre des communes, il nous dit « La dissuasion ne couvre pas les cas de cinglés ou de dictateurs se trouvant dans l'état d'esprit de Hitler dans sa retraite finale. » On ne peut pas non plus, j'arrête de citer Winston Churchill, on ne peut pas non plus être totalement rassuré lorsqu'on entend un dirigeant nord-coréen ou russe plus récemment nous dire qu'un monde sans Pyongyang ou sans Moscou ne mériterait peut-être pas d'exister. On dit souvent que la dissuasion doit allier une capacité et une volonté, mais ça n'est pas suffisant. Entre deux adversaires, elle peut demander, exiger un apprentissage mutuel émaillé de crises, comme entre Washington et Moscou en 1962, entre Moscou et Pékin en 1969, entre Delhi et Islamabad en 2002. Elle repose au fond sur l'hypothèse d'un calcul raisonnable de la part des protagonistes, basé sur une perception adéquate des risques et des enjeux, et ce, des deux côtés. Dans les faits, elle est un art plutôt qu'une science, et elle relève autant de la psychologie comportementale que de la théorie des jeux. Elle est donc bien sûr intrinsèquement faillible. Elle est vivante. Pour que le défenseur soit crédible, il doit en apporter des témoignages concrets. En permanence, l'abstention américaine en Syrie en 2013, que François Hollande nous rappelait encore une fois, c'est vous dire à quel point cela a traumatisé la psyché française, enfin, en tout cas celle des dirigeants de l'époque, la mollesse des réactions occidentales à l'annexion de la Crimée en 2014, ont pu contribuer à affaiblir la dissuasion occidentale. Vous notez le conditionnel. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a un lien mécanique de causalité entre ce qui s'est passé en 2013 et l'invasion de la Crimée en 2014. Restons prudents dans ces domaines. Deuxième point, ses effets pervers. Tout détenteur d'une arme nucléaire étant autour de lui ce qu'on pourrait appeler une ombre nucléaire, et des études statistiques, parce qu'il y a des études statistiques, une fois qu'on a le codage, on peut coder les conflits, et donc on peut faire des études statistiques sur les conflits depuis 1945. Après tout, après 80 ans, on commence à avoir un échantillon suffisamment robuste pour pouvoir faire un petit peu de statistiques sur les conflits depuis 1945. Les acteurs nucléaires ont plus de chances de l'emporter lorsqu'ils sont confrontés à un état non nucléaire. Je cite une étude récente. Un rôle clé des armes nucléaires occidentales, vous le savez, c'est de neutraliser ce qu'on appelle parfois une pression ou un chantage. On parle beaucoup dans le discours français, même si je pense qu'il y a très peu de chantage nucléaire en fait dans l'histoire.
mais c'est ce que j'appelle la contre-dissuasion. Il s'agit de neutraliser la menace nucléaire adverse, plutôt que d'éviter une défaite ou une invasion, qui était le rôle premier des armes nucléaires au temps de la guerre froide. C'est pour ça, et là on aime beaucoup ça en France, que l'on parle souvent de l'arme de la liberté d'action. Le problème, c'est que la liberté d'action, elle marche dans les deux sens. C'est pour neutraliser un chantage nucléaire américain, selon son propre discours, que la Chine développe l'arme nucléaire à la fin des années 50, parce qu'elle confère un sentiment, justifié ou non, de protection. Les armes nucléaires peuvent encourager les agressions. Un État détenteur de cette arme peut profiter de sa liberté d'action pour changer le statu quo. C'est ce que notre ami Jean-Louis Gergorin avait appelé au début des années 1990, une très bonne formule, la sanctuarisation agressive, qui permettrait par exemple des provocations limitées ou des prises de gages. Cela dit, l'idée selon laquelle les armes nucléaires font la différence dans une crise est partiellement une illusion. Je me réfère là encore à d'excellentes études statistiques d'il y a quelques années qui montrent qu'en gros, ça fonctionne dans un cas sur deux. Autrement dit, l'idée de dire « je suis nucléaire, donc je peux me permettre des choses que d'autres ne peuvent pas se permettre de faire » reste un pari risqué. Le statut nucléaire peut gonfler à l'excès l'orgueil des puissances et leur donner une perception erronée de leur capacité. Entre deux acteurs, la possession de l'arme nucléaire peut même encourager les conflits à bas niveau ou les guerres limitées. C'est ce qu'on a appelé au milieu des années 60 le paradoxe de la stabilité-instabilité, qui signifiait il peut y avoir stabilité à l'échelon central, comme on disait à l'époque, États-Unis, Union soviétique, mais c'est instable en dessous et les conflits mineurs, les escarmouches, les conflits indirects peuvent même se multiplier à l'ombre de l'arme nucléaire. La thèse reste discutée, mais on peut dire qu'on l'a vu à l'œuvre en 69 entre l'URSS et la Chine, depuis 99 entre l'Inde et le Pakistan, ou depuis 2019 entre la Chine et l'Inde. Donc, les armes nucléaires ont peut-être empêché un conflit armé majeur entre adversaires qui en sont dotés, mais cela se serait fait au prix de la multiplication des crises. C'est pour ça que j'emploie l'expression effet pervers. L'existence des armes nucléaires pourrait à la fois avoir modéré le comportement des puissances lors des crises, mais tout autant, dans certains cas, les avoir encouragées à prendre des initiatives dangereuses à l'origine de ces crises, comme par exemple à Berlin ou à Cuba. Pour autant, et là je me réfère encore aux études statistiques les plus récentes, il est difficile de conclure à l'existence d'un comportement plus provocateur chez les États nucléaires que chez les autres. Donc je modère l'argument. L'argument est réel, mais je ne suis pas sûr, là encore, qu'il faille en exagérer la portée. Enfin, question plus large, l'impact des armes nucléaires sur la coopération entre grandes puissances. Les armes nucléaires ont-elles facilité cette coopération? Certains le pensent. L'arms control aurait été une clé de la détente. D'autres soutiennent qu'elles ont contribué à perpétuer la guerre froide en garantissant le statu quo. Et donc, les armes nucléaires auraient peut-être facilité la détente et la coexistence pacifique, mais dans le même temps, rendu la paix réelle plus difficile, en plus de prolonger la vie du communisme. C'est une hypothèse intéressante sur laquelle je ne me prononce pas totalement, mais en tout cas, je trouve que ça mérite réflexion. Enfin, bien sûr, les risques d'échec de la dissuasion, après tout, c'est le plus important. Disons quelques mots de l'Ukraine. L'invasion de l'Ukraine ne fut évidemment pas un échec, évidemment pas. Je dis évidemment, ça n'est peut-être pas évident pour tout le monde. Ne fut pas un échec de la dissuasion nucléaire, mais ce fut, dans une large mesure, un échec de la dissuasion, dans la mesure où nous étant l'Europe et les États-Unis, avions menacé la Russie de sanctions massives, vous vous souvenez que c'était l'expression de l'époque, et les États-Unis avaient tenté aussi de dissuader la Russie par la révélation publique d'éléments de renseignement. Et donc, là, en bonne logique, de trois choses l'une. Soit Vladimir Poutine s'est dit « ils n'oseront pas », première hypothèse, soit il s'est dit « ils oseront, mais ça n'aura pas d'impact », deuxième hypothèse, soit il s'est dit « ils oseront et nous allons souffrir », mais j'y suis prêt parce que l'Ukraine est plus importante pour moi qu'elle ne l'est pour eux et que cela permettra d'ailleurs de consolider mon pouvoir. C'est ce qu'on appelle le problème de l'asymétrie perçue des enjeux,
les enjeux ne sont pas perçus de la même manière d'un côté et de l'autre. Ce qui signifie d'ailleurs que la connaissance mutuelle, l'apprentissage mutuel de la dissuasion ne sont pas toujours suffisants, ou alors qu'il faut que cet apprentissage soit reproduit à chaque génération. Souvenons-nous d'une grande spécialiste française de la Russie affirmant avec force le 23 février 2022 au soir « Poutine n'est pas un idiot » avec 3 points d'exclamation. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce sont les filtres cognitifs que nous pouvons avoir quand on essaye de jauger le comportement de tel ou tel dirigeant. En tout cas, en l'espèce, je pense qu'elle avait tort, mais Poutine n'est toujours pas un idiot. C'est une décision, la décision d'envahir l'Ukraine n'est pas une décision irrationnelle, c'est une décision parfaitement rationnelle dans le logiciel de Poutine, mais en tout cas pas dans le logiciel de nombreux observateurs de la Russie à l'époque. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que certains non-spécialistes de la Russie voyaient beaucoup plus le danger que certains spécialistes. Ça nous embarquerait sur une longue discussion sur justement les biais cognitifs de la recherche. Nous savons, en tout cas, que le pessimisme radical de Freddy Clay, que je citais en début d'intervention, était excessif. Pour autant, faut-il adopter l'optimisme tout aussi radical d'un Kenneth Waltz, autre grand théoricien de la guerre froide, selon lequel, je cite, « La probabilité d'une guerre majeure entre des États possédant des armes nucléaires est proche de 0 ». Faut-il? Est-ce que proche de 0, ça signifie 1%? Dans ce cas-là, c'est un risque inacceptable. Ou est-ce que c'est... Évidemment, on ne peut pas affecter des probabilités véritablement quantifiées à ce type de risque. Mais là, je compare 2 choses, 1% et 0,0001%. J'ai envie de dire que si proche de 0, ça veut dire 1%, c'est un risque inacceptable. Car le risque d'une guerre nucléaire majeure, s'il était de 1%, et encore une fois, tout en sachant que la quantification de ces probabilités n'a pas beaucoup de sens, il serait, à mon sens, inacceptable. Si l'on pense au contraire qu'il est plus proche de 0,001%, alors on peut discuter et le considérer comme acceptable. Il reste une question, l'allongement du temps écoulé depuis la dernière explosion en temps de guerre, c'est-à-dire Nagasaki, rend-il l'utilisation des armes nucléaires plus probable ou moins probable? Et là encore, je n'ai pas de certitude. Il est possible que nous courions le risque d'oublier, surtout en l'absence de tests et d'images actuelles visibles, la formidable puissance des armes nucléaires, ce qui rendrait alors le risque de l'utilisation plus probable. Or, même avec une très faible probabilité d'échec de la dissuasion, une guerre nucléaire majeure, avec de possibles répercussions mondiales, pourrait suffire, j'en reviens à mon argument tout à l'heure, pourrait suffire à annuler ces prétendus avantages. Le risque de mauvais calcul d'au moins une des parties en temps de crise est toujours présent. Les adversaires des pays occidentaux sous-estiment constamment leur détermination à réagir. C'est dangereux. D'où la question de la réputation que j'abordais tout à l'heure. On ne peut pas parier sur le fait que Moscou, Pékin, Pyongyang ou d'autres n'envisageront jamais de franchir le seuil nucléaire, surtout s'ils estiment que le risque est pour eux existentiel. Que se passerait-il alors si la dissuasion échouait? Ici, il me paraît important, j'essaie toujours la modération des deux côtés, de souligner que l'escalade aux extrêmes ne serait pas inévitable, contrairement, là encore, à un récit fréquemment abordé. Il faut qu'elle soit possible, mais pas inévitable. Herman Kahn, souvent perçu comme un stratège excessif, parce que, excessif au sens où il donnait le sentiment que l'emploi de l'arme nucléaire était quelque chose de presque anodin. C'est lui qui a ces fameux 42 barreaux de l'échelle d'escalade nucléaire, mais il affirmait que le seuil nucléaire n'est pas faible au point qu'une seule utilisation d'armes nucléaires fasse tomber toute hésitation à le franchir une seconde fois. Réflexion intéressante. Je ne sais pas s'il a raison, mais je pense qu'il n'a pas tort de dire que l'escalade aux extrêmes ne serait pas inévitable et qu'un champignon atomique dans le ciel d'un pays quelque part dans le monde pourrait conduire l'ensemble de la communauté internationale à tout faire immédiatement pour que tout ça s'arrête tout de suite. Et après tout, la détonation d'une arme nucléaire pourrait bien conforter la dissuasion par ses aspects visibles plutôt que la condamner. Que se passe-t-il si la dissuasion nucléaire échoue et que l'arme nucléaire est employée? Faut-il utiliser les armes nucléaires? Ce débat extrêmement théorique doit se poser dans la tête de nos dirigeants. Certains soulignent qu'il serait possible, voire souhaitable, de restaurer, de rétablir la dissuasion. D'autres
D'autres pensent que comme le jeu de la poule mouillée, le chicken game aux États-Unis, vous savez, incarné dans La Fureur de vivre, je ne sais pas si certains d'entre vous, enfin, je sais que certains d'entre vous l'ont vu, peut-être pas tous les étudiants, mais La Fureur de vivre, ce jeu où vous avez deux voitures qui se dirigent vers un précipice, et bien sûr, le premier à s'arrêter a perdu, c'est la poule mouillée. Et certains ont comparé l'escalade nucléaire à ce type de jeu. En définitive, à la question « faudrait-il riposter ?», la réponse est peut-être, et elle ne peut être que peut-être. Et cette incertitude est au cœur de la stratégie nucléaire. Tout l'enjeu, bien sûr, c'est de persuader nos adversaires qu'ils ne pourraient pas perdre à ce jeu. Bien sûr, le seul franchissement du seuil nucléaire hors attaque contre nos intérêts vitaux, et là je pense beaucoup à l'Ukraine, ne justifierait pas une action du même ordre. C'est ce que Emmanuel Macron avait tenté de dire très maladroitement à mon sens, lorsqu'on lui avait demandé il y a un peu plus de 6 mois, qu'est-ce qui se passe si une arme nucléaire détonne au-dessus de la routière de l'Ukraine ou de sa région. Et il disait, bien sûr, nous ne ferons rien. Non, c'était Claude Cheysson en 1983. Mais c'est pareil, il s'agit de rassurer l'opinion publique. Personne ne sait comment les 5 réagiraient, mais ils y ont certainement réfléchi. Il faudrait pouvoir, quelque part, parce que la tradition de non-utilisation de l'arme nucléaire est un bien public mondial, quelque part, il faudrait pouvoir rétablir cette dissuasion sans utiliser l'arme nucléaire. Enfin, mais je ne serai pas très long sur le sujet puisque l'heure tourne, question bien sûr sur l'évolution du contexte technologique. Est-ce que la dissuasion nucléaire devient plus difficile à l'ère du cyber, à l'ère de 9 puissances nucléaires au lieu de 6 à la fin de la guerre froide, à l'ère de la désinformation? C'est un sujet immense que je ne trancherai pas aujourd'hui. Je constate simplement qu'on pensait déjà qu'au-delà de 2 puissances nucléaires, dans les années 50, la dissuasion serait beaucoup plus difficile. Je ne suis pas sûr qu'elle soit beaucoup plus difficile à 9 qu'à 6, mais en tout cas, si à 2, c'était peut-être une partie d'échec, peut-être qu'à 9, 10, 12 puissances nucléaires, ça serait plutôt une partie de roulette russe. D'autant plus que les arsenaux nucléaires en Asie évoluent très rapidement. L'essor de la guerre de l'information et de la désinformation, par le biais notamment des réseaux sociaux, pourrait rendre la gestion politique des crises encore plus difficile. Je ne sais pas encore, je ne suis pas certain que ces évolutions affecteront fondamentalement le calcul stratégique et la dynamique de l'escalade nucléaire. Je dirais en conclusion, tout simplement que la dissuasion nucléaire est un instrument imparfait et fragile. Ce que Richard Lebov, un autre grand nom de l'analyse politique occidentale, appelait un remède puissant mais très dangereux. Et je vais citer une dernière fois Winston Churchill, qui, dans une phrase célèbre, a dit dans ces dernières années, à propos du désarmement nucléaire, « Veillez avant tout à ne pas lâcher l'arme atomique tant que vous n'êtes pas sûr, et plus que sûr, que d'autres moyens de préserver la paix sont entre vos mains. » Cela étant dit, aucun humaniste ne peut se satisfaire de l'idée selon laquelle l'absence de guerre mondiale repose sur les engins les plus destructeurs jamais conçus. On peut voir la dissuasion nucléaire comme une sorte d'assurance contre l'échec de la paix libérale, mais du point de vue éthique, cette assurance, à mon sens, ne saurait être que provisoire. Il y a exactement 40 ans, en 1983, les évêques allemands, les évêques américains et les évêques français affirmaient que la dissuasion ne pouvait être, je cite, qu'une réponse momentanée, une éthique de détresse ou encore une situation limite dont il convenait de sortir au plus tôt. 40 ans plus tard, ce jugement me paraît encore approprié. Merci.